Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour le bilan de la semaine du côté de la WWE. La seule chose qui va changer c'est que cette semaine je vais parler également du Mae Young Classic puisqu'il a commencé cette semaine. Donc voilà, je vais pas perdre de temps puisqu'au final ça fait quand même beaucoup de points à relever. Donc je vais essayer de faire une vidéo qui dure maximum 20 minutes mais ça va être tendu du slip. Bref, on va commencer donc forcément par le premier show de la semaine, à savoir Monday Night Raw. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce Raw? Alors, il s'est passé des choses, et c'est le plus important dans un show de catch. S'il ne se passe rien et qu'il n'y a rien à dire sur le show, pour moi c'est un show raté. Là, il s'est passé des choses. La WWE a tenté des trucs. Le problème, c'est que c'est pas forcément en bien, et c'est pour ça que je vais en parler. Bon, alors le premier point que j'ai relevé, c'est, on va dire en deux parties. Le premier point, donc, c'est le début du show, avec Braun Strowman, donc, qui est toujours allié avec Ziggler et McIntyre. C'était pas histoire d'un soir, apparemment, ils font vraiment un clan. Et je vais garder le même discours que la semaine dernière, c'est pas forcément un truc qui me fait plaisir. Pour moi, Braun Strowman, c'est un gars normalement qui marche seul. Et voilà, en fait, c'est un peu comme Samoa Joe, comme Baron Corbin. Pour moi, c'est un petit peu ce genre de mec. Et du coup, le voir s'associer avec deux autres catcheurs, ça, je suis pas trop fan. Voilà. Même si j'aime bien Ziggler et McIntyre, et qu'une faction des trois, de base, ça ne me dégoûte pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais pour moi, ce mec-là doit rester seul. Bref. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que le Shield a voulu se venger de la semaine dernière. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la bonne grosse brawl des familles. Tout le roster est venu pour séparer les deux clans. Donc, du coup, c'est vraiment parti en couille, et donc on a bien commencé Raw. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'allais dire Kurt Angle, mais non, ce n'est plus le GM, actuellement c'est Baron Corbin. Et bien Baron Corbin a envoyé le Shield faire un tour en zonzon. Les keufs ont arrêté le Shield et donc ils sont partis dans un fourgon. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on termine ce segment d'ouverture de Raw. Et voilà, on voit que Baron Corbin est en place, il avantage les heels. Et je vais continuer à parler de ce segment plus tard. On va rester avec McIntyre et Ziggler, puisque donc en fait, de base, on devait avoir un match entre Revival et la B-Team pour les titres par équipe de Raw. Et le truc en fait, c'est que McIntyre et Ziggler ont démoli Revival en backstage. Et du coup, c'est eux qui ont eu ce spot, cette opportunité. Et mieux que ça, c'est McIntyre et Ziggler qui ont donc battu la B-Team. Et donc voilà, nouveau champion par équipe de Raw, Dolph Ziggler et Drew McIntyre, c'est un résultat qui me fait plaisir. Je pense que vous le savez, mais la B-Team en tant que champion par équipe, ça ne me fait pas plaisir. Et c'était également pareil pour les champions avant, c'est-à-dire Matt Hardy et Bray Wyatt. Donc voilà, enfin de la légitimité dans la division par équipe de Raw, et ça fait plaisir. Voilà, McIntyre et Ziggler champion par équipe, ça fait plaisir. Et puis j'ai rien d'autre à rajouter en fait. Ensuite, on a eu, alors là c'est vraiment un truc qui a été très surprenant, puisqu'on a les Authors of Pain qui ont un manager. Et c'est pas n'importe quel manager, puisque non, ce n'est pas Paul Heyman, ce n'est pas le retour non plus de Paul Ellering, non, c'est Drake Maverick, le general manager de 205 Live, et c'est vrai que personne n'a compris, et encore mieux que ça, on n'a pas eu d'explication. Et ce qui est très drôle, c'est que Drake Maverick avait un micro, donc je me suis dit... Ok, parce que j'étais déjà en train de bugger en mode mais pourquoi est-ce que c'est lui le GM, il n'y a pas d'explication, c'est quoi cette merde? Et quand j'ai vu qu'il avait un micro dans sa main, je me suis dit ok, d'accord, il va l'expliquer, voyons voir ce qu'il a à nous dire le monsieur. Ben non, il nous a dit voilà, je suis Drake Maverick, je suis le general manager de 205 Live, et maintenant je suis le GM des Authors of Pain. Sans déconner. Non mais... On le sait, Drake. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es le GM des Authors of Pain? Ils te payent pour que tu sois leur manager? Je veux dire, on n'en sait rien. C'est-à-dire que, et ça va être également le cas pour ce qui s'est passé dans le main event, c'est-à-dire que la WWE te met ça, et c'est tout, tu te démerdes avec ça, il n'y a pas d'explication. Et ça, en fait, j'aime pas. J'ai l'impression, en fait, que c'est comme dans un film. Quand tu as un truc qui se passe dans le film, tu te demandes, tu te poses des questions, tu te dis pourquoi est-ce que ça arrivé? Et qu'en fait, dans le film, on t'explique pas pourquoi c'est arrivé. Et du coup, c'est en mode, vas-y, démerde-toi, c'est arrivé, tu fermes ta gueule.
Bah là, la WWE, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a Drake Maverick, GM, enfin manager plutôt, des Authors of Pain, et il n'y a pas d'explication. Donc ben ça, je vais pas vous mentir que j'ai pas aimé, parce que ben voilà quoi, je veux dire, on est laissé comme des cons, on passe pour des ploucs en fait. On n'a aucune explication. On sait pas pourquoi est-ce que c'est arrivé, et voilà, on reste bête quoi, comme on dit. Enfin bref. Ensuite, on a eu le moment du show, le meilleur moment du show. C'est Shawn Michaels qui a donc confronté l'Undertaker. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Très étonnant déjà parce que bah, il n'y avait pas eu l'annonce du Taker. Donc quand il est arrivé, ben, c'était très cool. Et je vais le répéter, mais un retour non annoncé, c'est largement mieux que l'inverse. D'ailleurs, apparemment, la WWE a complètement craqué son slip, puisqu'en l'espace de 2 semaines, on a eu les retours non annoncés du King Booker, de Trish Stratus et de l'Undertaker. Et si on avait le retour de Batista la semaine prochaine? Je ne sais pas. Non, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, forcément. Ça fait très plaisir de voir Taker confronter Edge BK, bien évidemment, par rapport à leur passé, par rapport à leurs 2 énormes affrontements à WrestleMania. Et forcément, ça a dû vous raviver des jolis ou des mauvais souvenirs si vous êtes un gros fan de Edge BK. Et au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé en fait ce face-à-face parce que c'était à base de respect. Michaels, en fait, ce qu'il a dit tout simplement, c'est que c'est le seul catcheur à porter ses couilles, à porter ses cojones et à assumer ses paroles. Comme il l'a dit, c'était son dernier match à WrestleMania 26 et encore aujourd'hui, ça reste son dernier match. Et Taker, il lui a dit, est-ce que c'est par respect pour moi que tu tiens cette parole ou c'est parce que tu te pisses dessus? Est-ce que c'est parce que tu as peur? Et c'est vrai que c'était vraiment très cool en fait comme discours. J'ai beaucoup aimé cet échange entre Michaels et Taker. Ça m'a forcément rappelé de très très bons souvenirs. Et ben voilà en fait, tout simplement, c'était le meilleur moment du show. Cela dit, j'ai vu une news aujourd'hui, donc pour vous ce sera hier hein, du coup. Apparemment, on pourrait avoir Michaels contre Taker au Greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite. Je ne vais pas en parler plus longtemps parce que pour l'instant ce sont des spéculations et ce n'est pas officiel. Si jamais ça devient officiel, je peux vous garantir que vous aurez une vidéo coup de gueule, une bonne pipe bombe parce qu'alors là, je vais être remonté les gars, vous n'avez pas idée. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Eh ben on a eu le retour de Kevin Owens. Kevin Owens, donc, qui la semaine d'avant nous dit « Je me barre, I quit ». Une semaine après, le mec revient. En plus de ça, c'est même pas comme si c'était un retour mémorable. Il revient une semaine après pour affronter Bobby Lashley qui faisait du yoga avec Kinder Mahmoud. Pourquoi en fait? Les gars, ils ont un truc super intéressant qui tient en haleine les fans. Tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer. T'as 50 000 interrogations par rapport à Kevin Owens. Et une semaine après, il revient pour attaquer Bobby Lashley qui fait du yoga. Donc, énorme déception. Énorme déception. C'est vraiment dommage parce que je pensais vraiment que Kevin Owens allait être absenté des écrans pendant plusieurs semaines. Je pense comme tout le monde en fait. Et voilà en fait. Enfin, ça fait chier. Ça fait chier tout simplement. Et voilà. Donc en fait, on ne sait même pas s'il y a quelque chose qui a changé dans son personnage parce qu'il a attaqué Bobby Lashley par derrière. Et voilà en fait. On ne sait même pas si son personnage a changé. On ne sait rien. Je trouve que c'est dommage. Encore une fois, c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils avaient une opportunité en or de tenir en haleine les fans pendant plusieurs semaines, et à côté de ça, bah, il le faut revenir au bout d'une semaine. Donc, belle déception de ma part, pour ma part en tout cas. Et enfin, je vais revenir au main event, hein, puisque donc en fait on a Strowman qui a battu Finn Balor. Bon, ça c'est pas une surprise, surtout que Balor, je crois, il a 85 de ratings dans 2K19. Ça en dit long sur ce que pensent les officiels de Finn Balor. Hein. Bref, donc ce qui se passe, c'est que derrière, donc McIntyre, Ziggler et Strowman ont continué leur attaque sur Finn Balor, l'homme qui sourit tout le temps. Et donc on a le Shield qui revient. Alors déjà, là, j'ai rigolé, parce que les mecs reviennent avec le fourgon des flics. Donc vous êtes en train de me dire que le Shield a volé un fourgon des keufs. Je sais pas à quoi ça vous fait penser. Moi, ça me fait penser aux Visiteurs 2, quand Jacouille et Godefroy s'emparent d'un fourgon des flics. Vous vous souvenez de cette scène? Bah, j'ai pensé à ça en fait. Mais je sais pas si c'était la meilleure des comparaisons. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est très absurde déjà.
Et au-delà de ça, ce qui a été encore plus what the fuck, c'est que tous, et je dis bien tous les heels de Raw sont venus aider Strowman, McIntyre et Ziggler pour affronter le Shield. Résultat, ben, le Shield s'est fait défoncer. Ben, je comprends pas en fait. Pourquoi est-ce que Kevin Owens vient par exemple, on a eu Jinder Mahal, on a eu l'Ascension qui n'a rien à voir avec le Shield. On a eu les Authors of Pain qui n'ont rien à voir avec le Shield. Parce que, encore si c'était des gars qui avaient perdu lors des dernières semaines contre le Shield, que ce soit en individuel ou en match par équipe, et qu'ils étaient venus aider Braun Strowman, j'aurais pu comprendre. Mais là, what the fuck? C'est-à-dire que on n'a pas vu Baron Corbin appeler les heels, parce que là, encore une fois, ça aurait fait du sens, tu vois. Baron Corbin, le général manager heel, qui demande aux heels de venir aider Strowman, tout ça, parce que, oulala, le Shield, ce sont des meurtriers, ils se sont évadés, tout ça. Ça aurait fait du sens. Là, on n'a pas vu Corbin. Résultat, ce segment, pour moi, n'a aucun putain de sens. Donc du coup, en fait, ce Raw, pour résumer ce Monday Night Raw, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est que il s'est passé des choses, et c'est ce qui est le plus important, je pense, dans un weekly de catch. Les storylines ont avancé, mais pour moi, pas forcément dans le bon sens, parce qu'il y a eu plein d'incohérences, et j'étais là en mode, mais what the fuck? Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Du coup, voilà, ce gros point d'interrogation, il y a plein de trucs que j'ai pas compris, et je pense que, vu les commentaires que j'ai vus sur les réseaux sociaux, je ne suis pas le seul, et voilà, en fait, tout simplement. Ensuite, on va enchaîner avec SmackDown Live. Alors là, par contre, je vous le dis, je vais être très rapide sur SmackDown. Pas que c'était un mauvais show, mais pour moi, c'est le genre de show, entre guillemets, pas osef, mais où en fait, t'as presque rien à dire dessus, en fait. Tout simplement. Du coup, c'est pour ça que je ne fais pas des reviews de weekly en entier, et c'est pour ça que je vous fais ce genre de vidéo, que je vous fais en fait un condensé. Bref, donc, on a le Rusev Day, qui ont battu Sanity et les Usos. Donc, déjà étonné, je pensais que c'était les Usos qui allaient gagner. Donc, la semaine prochaine, on aura Rusev Day contre The Bar, et les vainqueurs de ce match affronteront le New Day à Hell in a Cell. Donc, je pense que c'est The Bar qui vont l'emporter. Mais voilà, ça nous annonce un match plutôt sympa la semaine prochaine. Et au passage, RIP Sanity, hein, c'était quand même une faction très cool à NXT, qui marchait sur quand même beaucoup de monde. Dans le roster principal, c'est un petit peu le paillasson de la division par équipe de SmackDown, et ça me fait bien chier. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? On a eu la continuation de la feud entre AJ Styles et Samoa Joe. Joe qui continue à tailler la famille de Styles. Styles, il en a eu marre, donc du coup, on a eu une bonne brawl entre les deux. Styles, il a sorti la chaise, et on a carrément Paige qui est venue pour calmer AJ. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup Paige. Déjà de base en tant que catcheuse, je trouve qu'elle fait un très bon travail en tant que general manager. Et ça me fait vraiment plaisir en fait de la voir chaque semaine devant ma télévision. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir en fait. Et au-delà de ça, voilà, donc la continuité entre AJ et Joe, c'est toujours aussi tendu entre les deux. Et ce qui me casse les couilles, c'est qu'il n'y a toujours pas de Hell in a Cell match entre les deux. Et je vais, si ça en reste là, de toute façon, je développerai plus. Je vais en parler plus longtemps dans la vidéo preview. Mais voilà, par exemple, Hardy Orton, même si c'est une rivalité qui est très intense là aussi, et que du coup, le fait qu'ils s'affrontent dans la structure, ça ne me dérange pas d'un point de vue storyline et d'un point de vue rivalité. D'un point de vue in-ring, je préférerais avoir Joe contre Styles. Parce que je pense que Orton Hardy, il y a beaucoup de gens qui l'attendent, et je pense que ce match va être décevant. Bref, je ne vais pas développer plus que ça. J'en parlerai plus longtemps dans la preview. Mais voilà, j'espère que la structure sera rajoutée pour cette rivalité. Et on a, pour finir de parler de SmackDown, on a toujours la rivalité entre donc Miz et Maryse d'un côté et Brie Bella et Daniel Bryan de l'autre. Qui a continué tout simplement entre les deux clans. Et ce que je voulais dire en fait en parlant de ça, c'est que ma hype autour de cette rivalité a énormément baissé, elle est carrément en chute libre. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ajout des femmes respectives des deux catcheurs ne m'intéresse pas. Et du coup, en fait, ça me casse les couilles plus qu'autre chose, parce que je voulais vraiment
que ça continue seulement entre le Miz et Daniel Bryan, du coup ça me casse un peu les couilles. Surtout que du coup on a eu une double dose de Brie Bella cette semaine, double dose de Brie Mode. Hein. Arrow, j'ai décidé de pas en parler, même si là j'en parle du coup. Hein, elle a fait 2 énormes botches, dont un topé suicida assez monumental. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait sur cet épisode de SmackDown. On a également eu une bonne promo entre Becky Lynch et Charlotte qui était vraiment bien. Et pour le coup, j'attends vraiment ce match. J'ai pas souvenir d'avoir attendu un match féminin comme ça depuis très longtemps, à part Asuka Charlotte de cette année. Ça fait plaisir et je pense que le match sera vraiment très bon entre les deux. Mais du coup, voilà, j'en ai terminé avec cet épisode de SmackDown. Ensuite, on va passer du côté de NXT. Là aussi, je ne vais pas m'y attarder très longtemps. On a eu les débuts donc, du clan Forgotten Sons. Donc, c'est le clan que j'évoquais justement la semaine dernière. Donc, on a Gunner, l'ex-membre de la TNA. On a Wesley Blake et Steve Cutler. Donc, qui ont battu Street Profits. Donc voilà, j'en pense pas grand chose parce que c'est leur première apparition télévisée, c'était leur premier match. Mais comme je l'ai dit sur Twitter, je pense pas que c'est un clan qui va me plaire plus que ça. Après voilà, j'attends d'en voir plus. Je peux pas juger un clan ou bien même un catcheur sur un match. Ce serait pas juste. Donc j'attends de les voir faire des promos, j'attends de voir leur première rivalité. Voilà, j'attends de les voir plus souvent avant de vraiment avoir un jugement définitif. Mais c'est vrai que du peu que j'en ai vu, voilà, ça m'emballe pas plus que ça. Donc ben voilà. L'autre grand moment, enfin c'est surtout ça qui m'a marqué, c'est le match entre Johnny Gargano et le Velveteen Dream, donc qui était le main event de cet épisode de NXT. C'était vraiment un bon match pour du weekly, hein, déjà de base. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a vraiment Johnny Gargano qui est un homme torturé. Et j'ai vraiment fait cette comparaison avec ce film parce que je l'ai vu très récemment, enfin je l'ai revu du coup très récemment. Je fais cette comparaison avec Peter Parker, donc aka Spider-Man, dans Spider-Man 3, puisque dans Spider-Man 3, il y a donc la bactérie extraterrestre qui fait que Peter Parker devient violent et change complètement de personnage, de caractère. Et bien là c'est un peu pareil pour Johnny Gargano qui est tourmenté entre le gentil Johnny Gargano et le Johnny Gargano plus agressif. Il a un style de ring plus agressif que dans le passé et à un moment donné il a voulu enlever sa genouillère et même faire un DDT à l'extérieur du ring sur le Velveteen Dream et en fait il y avait un jeune fan au premier rang qui avait une affiche Johnny Wrestling et du coup c'est en voyant l'appui de ce jeune fan qu'il a changé de façon. Et il est redevenu, entre guillemets, le Johnny Gargano qu'on connaît, beaucoup plus posé. Et donc, du coup, en fait, il a arrêté de le faire. Et à un moment donné, il voulait également donc mettre un coup de genou sans protection. Et c'est toujours en voyant ce fan au premier rang qui lui sert un peu de modèle, en fait, que tu vois que Gargano, il est tourmenté parce que d'un côté, il a envie de le faire. De l'autre côté, il se dit non, je peux pas le faire. Et c'est justement en ne le faisant pas que ça va lui coûter le match, puisqu'en fait, il se fait surprendre avec un Death Valley Driver à la vitesse de la lumière porté par le Velveteen Dream. Et donc c'est Dream qui l'emporte. Et tu vois à la fin Johnny Gargano qui est complètement tourmenté, il est vraiment perdu. Ce mec est complètement paumé. Et à un moment donné, à la fin du match, enfin à la fin du show plutôt, tu vois tout le public qui chante Johnny Wrestling. Et je crois qu'il murmure, genre en gros, non, vous méritez pas, enfin, je mérite pas votre appui. Enfin, je crois qu'il murmure un truc comme ça. Et tout ça pour dire que je trouve ça très intéressant, ce développement du personnage. Et moi, je pense que ce qu'il va se passer, c'est que Johnny Gargano va tourner heel dans plusieurs semaines. Et je vais rester sur ma position que j'ai de la semaine dernière. Je pense que c'est vraiment lui qui a attaqué Aleister Black. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et le dernier point que je voulais évoquer pour cet épisode de NXT, c'est l'annonce d'un match qu'on aura dans 2 semaines. Donc dans un weekly de NXT, on aura champion contre champion, Pete Dunne contre Ricochet, et le vainqueur du match repartira avec le titre de l'autre. Donc j'étais presque bon la semaine dernière, au final ce ne sera pas à TakeOver Wargames, ce sera dans un weekly de NXT, donc ça c'est un match qu'il ne faudra surtout pas louper. Si vous voulez mon avis, ce ne sera pas un résultat clean, je vois bien l'intervention d'un catcheur ou bien d'un clan. Par contre, si on pouvait avoir ce match à TakeOver Wargames,
j'aimerais bien, hein, je pense que vous aussi. Donc tout ça pour dire que c'est un match qu'il ne faudra pas louper. Et enfin, je vais vous parler du Mae Young Classic, puisque donc on a eu le premier épisode cette semaine. Là aussi, je ne vais pas m'y attarder très longtemps. On a eu Tegan Nox qui a battu Zatara. Donc c'était pas un match ouf. Victoire de Tegan Nox qui avance au prochain tour. Ça fait plaisir dans le sens où l'année dernière, elle devait déjà participer, sauf qu'en fait, elle s'est blessée quelques semaines avant. Je sais plus ce qu'elle s'est fait, je crois elle s'est blessée au genou, je sais plus ce qu'elle s'est fait très exactement. Et du coup, en fait, elle n'a pas pu participer. Donc c'est la belle histoire en fait de ce tournoi. Le deuxième match, on a Rhea Ripley qui a battu MJ Jenkins. Je crois qu'elle a été entraînée par les Dudley Boys. Donc ça me fait plaisir, hein, puisque moi j'avais bien aimé Rhea Ripley, hein, je l'avais vu au Mae Young Classic l'année dernière, elle m'avait vraiment laissé une bonne impression, c'est une ancienne footballeuse, bien évidemment elle n'a jamais évolué au haut niveau, mais voilà, elle a fait du soccer, comme on dit aux États-Unis, hein, ou bien même au Canada, du soccer. Voilà, alors bien évidemment, elle a totalement changé par rapport à l'année dernière, elle est vraiment plus dark, hein, de toute façon son thème musical fait très rock metal, donc j'attends d'en voir plus, mais c'est vrai que je suis assez fan de Rhea Ripley. Dans le troisième match, on avait David contre Goliath, on a Lacey Lane qui a battu la géante Vanessa Craven, assez surpris du résultat, je pensais vraiment que c'était Vanessa Craven qui allait l'emporter. Et au final, c'était un match plutôt pas mal. De toute façon, je pense que vous le savez hein, maintenant, je pense que vous allez commencer à le savoir, mais j'aime plutôt bien les matchs avec une dynamique David contre Goliath. Ça peut donner des matchs absolument monstrueusement bons, hein, notamment le Punk Lesnar de SummerSlam 2013. Quand c'est bien fait, ça peut être absolument génial. Bon, c'était pas Punk Lesnar non plus, hein, mais c'était un match bien sympa, voilà. Et au final, eh bien, c'est l'outsider, Lacey Lane, qui l'emporte. Et finalement, dans le dernier match, donc le main event, donc c'est Meiko Satomura, la légende apparemment du catch féminin. Je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas très fort, j'ai pas une immense culture dans le catch féminin, qui a battu Killer Kelly, donc portugaise. Pour moi, très clairement, c'était le meilleur match de cet épisode en fait. C'est un match que je vous conseille d'aller voir. C'était vraiment un bon match. Meiko Satomura, c'était la première fois que je la voyais catcher. Et elle est quand même pas mal du tout. Hein, elle est vraiment pas mal dans un ring. Donc du coup, ça fait plaisir, tout simplement. Voilà. S'il y a un match à voir de cet épisode, c'est celui-là. Mais si je devais tirer un bilan de cet épisode du Mae Young Classic, je l'ai vraiment pas trouvé ouf. Franchement, à part le main event et à la rigueur l'avant-dernier match, les deux premiers matchs étaient vraiment pas terribles. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Et donc, du coup, voilà. Écoutez, j'en ai terminé avec ce bilan de la semaine WWE. Donc je vous invite à réagir en commentaire comme d'habitude sur Raw, SmackDown, NXT ou le Mae Young Classic ou bien carrément les 4 shows si vous êtes justement chaud. Hein. Je vous invite comme d'habitude à commenter, liker et partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve la semaine prochaine pour un bilan de la semaine. Je vous souhaite donc un bon week-end. Et puis peut-être une vidéo entre-temps, avant vendredi prochain, je sais pas encore, comme d'habitude je vous garantis rien. Voilà, écoutez, moi je vais vous laisser. Allez, salut les gars.